Ah, Ah, Just bonjour like quick Cheryl. back. J'essaie juste de comme me retirer de réunion et puis c'est un Ah peu oui, ok, très bien. Mais moi, bon. j'ai mis le commentaire ici de qui nous sommes. Alors, et Cheryl, Sim, et je vais juste mettre le hashtag euh, vote BAC, post, et puis je pense que je peux... Ah, voilà, pin. Ok, voilà. Hello! Hey, hey, how are you? Très Ben, bien, très bien. écoutez, super, génial. J'essaie Est-ce de. que tu m'entends et tout ça? Oui, c'est Ok. parfait, nickel. Très Tout bien, va très bien. bien. J'essaie de. Alors oui, c'est presque 14 heures. Alors on va dire bonjour à tout le monde qui est ici présentement, mais on va commencer dans juste une minute. Et puis comme ça, je vais juste savoir que tout le monde m'entende. Et puis voilà. Et la technologie fonctionne. C'est C'était bon. un peu chaud tout à l'heure, mais contente que ça marche. Tu sais, Non, mais c'est toujours comme ça. ouais. Alors voilà, c'est 14 heures. Alors on va commencer. Alors bonjour Cheryl. Merci pour recevoir notre invitation, Pause Café. Merci Euh, pour l'invitation, Jonathan. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Jonathan Shaughnessy, conservateur associé en art contemporain au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et puis, je suis ici pour Pause Café. On est ici à chaque deuxième jeudi, d'habitude à 13 heures, mais aujourd'hui, on est à 14 heures en français. On va refaire en anglais à 15 heures, alors juste après celui-ci, sur le site anglais du musée. Et c'est une émission à chaque 2 semaines sur Instagram Live où on parle avec nos collègues dans le monde de l'art contemporain, de l'art, monde de l'art en fait, au Canada. Alors, cette semaine, on a Cheryl Sim qui, pour titre, c'est la commissaire et directrice générale de la Fondation Phi à Montréal. Alors, merci beaucoup pour être ici. Et juste pour des renseignements utiles, avant de commencer, nous allons discuter pour une vingtaine de minutes, peut-être 30 minutes, ou un peu plus. Et puis, s'il y a des questions, tu peux mettre dans les commentaires. C'est bon. Et puis, on va voir si on a le temps vers la fin pour répondre à des questions. Et on est sur ce monde, cette plateforme digitale, virtuelle. Moi, je suis en Ottawa, en fait, je suis à Gatineau, mais n'importe quoi, c'est sur, comme le Musée des Beaux-Arts du Canada, en Ottawa, se retrouve sur le territoire des peuples et de la nation algonquin Anishinaabe. Et je reconnais toujours le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Je remercie toujours les gardiens de ce territoire de tellement belles régions du monde. Je dis ça toujours et je souligne toujours aussi nos amis, nos collègues autochtones, mais aussi de Premières Nations, Métis et Inuits. Et surtout en Inuit, il y a une grande communauté en Ottawa. Alors, on veut toujours dire bonjour à notre communauté. Alors, c'est ça. Et puis, Cheryl, toi, tu es à Montréal aujourd'hui? Oui, je suis bien à Jojage et la Fondation Phi où je travaille est située aussi sur territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Euh, et nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka qui est comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et Jojage, Montréal, est historiquement connu comme un lien de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. Donc, c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et le futur que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Merci, c'est très bien. Et c'est bon, merci Cheryl. Alors, bonjour. Moi, ça fait de temps que je voulais parler avec toi. On se reconnaît depuis quelques années, je pense. Et puis, j'avais eu la chance de penser, d'écrire sur une des artistes, Jenny Yu, qui était dans l'expo qui vient de fermer aux fondations, relation la peinture, la diaspora et la peinture. Je
Je pense que c'est. Et puis, on va parler de cette exposition et voir quelques images plus tard. Mais je voulais commencer peut-être avant que je demande un peu de ta formation et ta vision comme conservatrice. Peut-être tu peux décrire un peu c'est quoi la Fondation Phi parce que moi, je travaille au Musée des Beaux-Arts du Canada. Il y a des centres d'artistes au Canada. Il y a des galeries dans les universités. Il y a tellement d'organismes où on peut voir de l'art et ses expériences. Et c'est quoi qui distingue une fondation et particulièrement la Fondation Phi? La Fondation Phi était connue aussi par le nom DHCR à l'époque. On vient de changer le nom il y a 1 an et demi à peu près, mais grosso modo, c'est un modèle de Kunsthalle que nous trouvons plus en Europe. Ça veut dire que nous sommes dédiés à la présentation des expositions et événements connexes avec les deux, trois grandes expositions que nous présentons chaque année. Nous n'avons pas de collection. Donc, c'est vraiment de promouvoir les pratiques artistiques contemporaines et offrir ça au public de manière accessible. Ça veut dire que nous ne chargeons pas un prix d'admission, qui est aussi une caractéristique des fondations qu'on trouve en Europe souvent. Et notre vocation personnelle, c'est aussi de casser un petit peu les barrières et les perceptions entre qu'est-ce que c'est l'art contemporain, c'est pour qui et c'est pourquoi. Donc, on veut rendre l'art quelque chose qui est pour nous et pas quelque chose qui est pour d'autres ou une élite. On essaie de vraiment comme donner plus de pouvoir et agentivité à nos visiteurs et promouvoir un dialogue. Donc, la présentation et la médiation, c'est un peu comme, la base de nos valeurs. Et si on a en fait un père au Canada qui est le Esker Foundation à Calgary, Ah oui. et nous partageons pas mal ces mêmes valeurs, donc accessibilité, mais surtout une vocation pour la présentation. Très bien. On va continuer, mais moi, j'ai fait l'erreur que j'ai pas fermé j'ai pas mis mon Do Not Disturb sur le si ça améliore. Je m'excuse. Oh, j'aurais dû faire ça aussi. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais bon. Oui, oui, mais on va voir comment ça va aller. OK. Oui, mais merci pour ça. Et puis c'est aussi toi parce que toi, tu es conservatrice et puis je sais aussi que tu as une pratique d'artiste. Moi, j'ai vu plusieurs expositions que tu as faites pendant des années. Il y a des expositions de groupe et puis je sais, un que j'aimais tellement, c'était l'offre. Je sais qu'on a parlé de cette expo moi, j'ai pensé parce que c'était vraiment, tu as lié un peu les idées de le vol et l'amour que j'ai trouvé tellement unique un peu comme plateforme, mais aussi tu as fait des expositions avec des artistes, mais des grands artistes comme Barty Kerr, Yasmina Civic, une artiste que j'aime tellement, Phil Collins. Alors, je sais que ça donne un peu l'idée de le dialogue dans la Fondation Phi entre avec dans ce monde de l'art contemporain. Mais pour toi, comme conservatrice, c'était quoi ta formation et comment est-ce que tu t'es rendue dans le rôle que tu joues et comment est-ce que c'est quoi ta vision comme ça, comme conservatrice? Ouais, j'ai vraiment un parcours qui n'est pas linéaire du tout et pas traditionnel. Moi, j'ai étudié, en première cycle radio et télévision à Ryerson, à Toronto. Ah, Moi, je suis de Québec, mais j'ai fait mes études là et j'ai détesté ce programme. Je suis navrée pour ceux qui ont fait, qui ont aimé, mais c'était pas pour moi. C'était trop axé dans l'industrie de télévision. Et puis, à cet âge-là, début de la vingtaine, où je suis devenue plus politisée, j'ai découvert les écrits féministes. En tant que personne de couleur qui a vécu une enfance au Canada, j'ai aussi eu une certaine vision, une certaine conscience. J'ai pris conscience en fait de ma différence qui m'a aussi informée politiquement. Et la télé, c'était vraiment pas le meilleur médium pour aller
plus en profondeur avec les questions qui me préoccupaient. Alors, je me suis plongée un petit peu dans le monde de films documentaires. J'ai travaillé à l'ONF dans le studio féministe, en fait, pour un programme qui était conçu pour les femmes de couleur et femmes autochtones, qui étaient des cinéastes émergentes. Et j'ai découvert l'art vidéo. OK, OK. C'était vraiment comme une révélation qu'on peut faire encore plus, on peut aller plus loin poétiquement dans les questions et propos, artistiquement par le biais de l'art vidéo. Alors, tu sais, en même temps, j'ai commencé à travailler dans les centres d'artistes et comme tu sais, les centres d'artistes aussi ont une certaine ensemble de valeurs qui est vraiment axé sur les besoins et de l'artiste, mais aussi le fait que les artistes sont souvent en bas de l'échelle en termes de c'est qui a la capacité de gagner bien leur vie ou juste survivre bien pour faire le travail. Donc, tu sais, avec tout ça, la découverte de l'art vidéo, d'être au sein d'un centre d'artistes et être entouré par ces valeurs-là. Et Oboro, c'était le centre d'artistes où j'ai passé le plus OK. de mes années. Pour ceux qui connaissent Oboro, il y a aussi un certain ensemble de valeurs qui sont très, très forts et ancrées. Ils étaient très fluxus. Alors, la question de l'art étant quelque chose qui est partout et dans tout ce que nous faisons. Ouais. Et donc, tout, si ça répond peut-être ou ça explique un petit peu, ça nourrit bien ma pratique de commissaire ou, tu sais, je privilège beaucoup cette multiplicité de voix et l'agentivité pour les visiteurs, une attention à offrir aux artistes le meilleur processus possible en mettant une valeur sur le process et pas seulement les résultats. OK, OK. Mais c'est intéressant parce que là, tu as mentionné Fluxus. Oui. Je pense peut-être comme une action, mais il faut dire que toi, tu as travaillé, je pense, plus qu'une fois avec Yoko Ono. Alors, ça, c'est quelqu'un qui aussi les valeurs qui s'expliquent là dans la performance et puis le processus. Non, c'est très bien. Et puis, et c'est quelque chose avec la fondation que toi, tu trouves qu'il y a cette opportunité aussi pour mettre en valeur tes valeurs comme ça. J'avoue que on a une situation vraiment incroyable parce qu'on a une fondatrice tu sais, au fil des années, elle me fait énormément de confiance. On a tu sais, une belle relation aussi, puis c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert et euh, euh, on a très peu de bureaucratie, par exemple. C'est elle et moi, et puis on peut prendre les décisions assez rapidement. On a une petite équipe qui est aussi assez euh, qui est réactif, qui répond bien, et on est tous sur la même page en termes de sur nos impératifs. Donc, euh, c'est enviable comme Oui, c'est situation, bien. j'avoue. Oui, c'est bien. Et je sais que parmi ton équipe, petit, je ne sais pas si c'est toujours en temps plein, mais je trouve qu'il y a des artistes dans dans le coin à Montréal. Et puis, je sais que c'est un endroit qui est vraiment connecté avec le dialogue dans la ville, je trouve. Moi. C'est vrai que c'est une genre de centre d'artistes. Oui, un peu. Hein? La fondation, on est tous artistes et donc il y a une sensibilité, une vraie revendication des droits des artistes, mais aussi le droit des visiteurs. Oui, c'est parfait. Alors, peut-être on peut maintenant aller en parlant des expositions et puis aussi, tu as mentionné un peu ton identité spécifique ici au Canada, mais euh, et je sais quand on parle de relations, cette exposition dont on va parler, moi, quand j'ai visité, ça fait quelques mois, euh, c'était une chance que j'avais la chance de visiter parce que je sais que c'était une exposition qui était fermée pour un bout de temps pendant la pandémie et tout ça. Alors, j'ai tellement de questions par rapport à ça, mais peut-être on peut commencer avec, parce que quand j'ai lu le texte, l'intro, maintenant je sais il y a un catalogue qui vient d'être publié, alors j'imagine que le texte est aussi là. J'ai trouvé que pour toi, même si c'est une exposition qui est ouverte pendant la pandémie, je sais que probablement c'était une idée pour toi pendant des années. J'ai trouvé que c'était vraiment un thème, un sujet peut-être
très, très personnel. Peut-être il y avait peut-être comme un coup de cœur là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça quand j'ai lu ton texte et juste le sujet. Alors, peut-être tu peux introduire l'exposition ici. Oui, juste comme ça, peut-être. C'est ma question pour toi d'introduire cette expo qui est basée sur un sujet. Je pense qu'il y a un grand lien. Pourquoi? Absolument. Ah oui, 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 tout à fait. Quand les gens me posent la question combien de temps est-ce que ça t'a pris pour organiser cette exposition, je dis 30 ans. Ah oui, voilà. À peu près. Oui. Mais oui, c'est sûr que, tu sais, en grandissant au Canada, le Québec, à Montréal, aussi à la campagne, tu sais, pendant ma enfance, mon adolescence, c'est sûr que je cherchais toujours je sais pas, ma famille, entre guillemets, parce que quand tu viens de la diaspora, quand mes parents sont immigrants, alors quand tu as, tu sais, un genre d'identification, je suis moitié chinoise, mais les gens chinois, ou si je vais en Chine, ils vont pas me reconnaître. Et ici aussi, c'est souvent le cas où les gens me demandent d'où je viens. Et ça, c'est même maintenant. Alors, tu as cette question, c'est où mes peuples, entre guillemets? Et donc, c'est dans le diaspora que je trouve une certaine affinité, question d'appartenance. Ça ne veut pas dire que je rejette tu sais, mes amis non-diaspora du tout. C'est juste Oui. qu'il y a une place pour tout et le diaspora donne cette permission de tout. euh, euh, de vivre toute cette richesse sans prendre un côté ou l'autre, sans rejeter quoi que ce soit. Et étant donné que ça, c'était mon expérience, j'étais très intéressée à voir comment les autres artistes qui posent ou qui exercent leur pratique à travers ces questions, parce que c'est multiple aussi. On ne peut pas réduire l'expérience de diaspora juste à une chose. C'est multiples expériences, Mhm. multiples perspectives. Tu sais, je voulais juste, j'ai passé tu sais, des années à suivre les artistes qui sont aussi préoccupés par ces mêmes questions. Oui, OK. Ouais. Alors, et la prochaine question, parce que c'est la diaspora et la peinture, et je pense qu'on va commencer avec une image, parce que ça, c'était, et j'espère qu'on va voir si mes images sont pas en ordre. Alors, je vais juste trouver celui que je veux pour commencer. Et puis, il faut dire avant que, parce que c'est Instagram, ça se peut qu'on n'a pas, ça c'est juste un détail. Mais comme ça, on voit une peinture de Frank Bowling. Et je pense que quand on pense, parce que je sais, il y avait un événement que c'était très bien sur Zoom, tout ce qu'on veut pour les faire pour le catalogue. Mais il y avait une discussion, pourquoi la peinture et pourquoi lier ce sujet avec l'histoire de la peinture. Et je pense que Frank Bowling, on voit ici, tout le monde peut, on est sur l'Internet, alors tout le monde peut aller regarder cette grande artiste qui est née en ce qui était à le temps le Guyana, je pense britannique peut-être, British Guyana à le temps, maintenant Guyana. Et puis, il a vécu euh, à Angleterre dans les années 50 et puis ensuite à New York dans les années 60. Et moi je trouve qu'il est un artiste très intéressant par rapport à ce qui est arrivé en modernisme aux États-Unis. Et puis lui a cette voix diasporique et puis postcoloniale, en fait, qui était un peu différent que les artistes noirs en Amérique, aux États-Unis à ce temps-là. Alors peut-être on peut commencer avec un artiste, parce que pour moi c'est intéressant que toi tu avais inclus Frank Bowling dans ce contexte, et puis peut-être ça me répond un peu pourquoi la peinture, parce que lui, il est un peintre. Oui, ouais, tout à fait. Mais Frank Bowling, c'est un cas exceptionnel. Ben, en fait, un bon cas d'étude si on veut parler du diaspora. Euh, mais tu sais, la peinture était centrale. Il fallait à un moment donné faire un choix de discipline pour juste m'aider un petit peu à encadrer l'exposition avec un petit peu plus de discipline, Mhm, vraiment. mhm. Oui, oui.
Mais c'est aussi, c'est une super bonne discipline à regarder à travers la lentille de diaspora parce que les pratiques récentes, tu sais, au début des années 2000, on peut constater que tout est possible, tout est permis. On ne fixe pas la peinture à partir d'une ville ou d'une école. Mhm. Il y a les extended practices aussi Oui, qui fait en sorte qu'on va trouver la sculpture qui intervient, on va voir le textile aussi. Il n'y a rien qui dit ce n'est pas la peinture. Les artistes sont vraiment poussés pour ouvrir ces frontières-là. Frank, c'est sûr que il émerge dans l'abstract expressionism, c'est vraiment son habitude, ça c'est vraiment où il se sent bien pour exprimer et pousser un peu ses expérimentations. Euh, euh, mais en termes d'une lentille de diaspora, de nos jours. Donc, est parmi une vision des choses qui sont contemporaines. Je trouve que diaspora et aussi son approche sont intemporelles dans le sens que mhm. c'est par le biais de son discours que je trouve qu'il y a une contemporanéité importante. Donc, c'était plus par ses expériences parce que en tant qu'homme noir, qui était une peintre talentueux, qui était reconnu par ses pairs en Angleterre, à Londres, Mhm. euh, ce qui était intéressant et que les gens ne savaient pas, c'est ça que critique Oui, pouvait pas comme accepter que c'est un homme noir oui, qui a du talent oui, tout court, ok? Mais finalement, il commençait à faire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec Frank? On va créer une autre catégorie oui, de oui, OK. peinture pour Oui, lui. Et alors, non, mais c'est absolument affreux. Et puis, oui. Il a résisté, toujours ça. ouais. Oui, 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 mais c'est maintenant il commence à avoir la reconnaissance oui. de ce qu'il a contribué Oui. à la peinture. Et non, j'étais très excité de voir cette toile dans l'exposition. Et il faut dire qu'aussi, pendant les vacances, s'il y a des personnes en Ottawa ou qui viennent d'Ottawa, on vient d'installer un grand tableau de Frank Bowling, Passage du milieu, Middle Passage de 1970. Alors ça va être dans la galerie. Ça, c'est une autre raison que je voulais qu'on parle de ce travail. Et puis peut-être, Cheryl, un peu la prochaine que je vais juste montrer une image. Mes images sont petites ici sur le téléphone. Si je voulais trouver cette... oh oui, OK, voici. C'est juste pour montrer juste l'emplacement de cette œuvre de Marija Banza, Kitenge Mhm. Banza. Et puis, j'ai pensé aussi, c'est ce que tu as dit, que Frank Bowling, c'est vraiment un peintre, mais quand tu disais que la peinture peut ouvrir à toutes les disciplines et tout ça, aujourd'hui, je sais qu'on a avec Marija un artiste, mais un artiste qui est venu au Canada de l'Afrique, mais son travail, je pense, c'est vraiment les liens entre lui, sa personne et n'importe où il se trouve à un temps particulier. Alors maintenant, c'est Montréal, mais il était en école en France et puis il a exposé beaucoup en Afrique et puis à Dakar et tout ça. Alors, moi, j'ai pensé que peut-être c'était une artiste intéressant, aussi une complètement différente génération de bowling. Alors, je vais juste mettre maintenant un détail plus proche qu'on peut voir les lignes de peinture. Et moi, je ne connais pas tellement de cet aspect de son travail, Cheryl. Mhm. Il est un artiste qui a étudié la peinture académique à Kinshasa. Mhm. Et donc, c'est à copier hein, tous les grands maîtres. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Et puis ensuite, quand il est parti pour une résidence et ensuite de faire ses études à Nantes, c'était vraiment conceptuel. Ça a complètement déboussolé et révolutionné sa pratique. Oui, Mais oui. il est peintre de base.
cette œuvre, cette série, en fait, c'est une des premières séries, peut-être probablement ma première série, si je comprends bien, qui commence en 2008. Et ça, c'est à peu près le moment qu'il arrive à Montréal. Mais a commencé cette série quand elle était toujours en France et c'est une étude de sa palme, comment Oui, on peut lire les lignes dans sa palme qui est un peu notre trajectoire dans la vie. OK, Et ça oui, change aussi hein, avec l'âge. Donc, oui, il oui. passe vraiment, il regarde sa main, puis il commence et ça devient vraiment quelque chose, une exploration psychique de sa question de territoire, la façon qu'il a marqué les territoires dans lesquels il passait et commence à laisser des traces sur lui. Et ça devient assez psychédélique, je trouve. Oui, oui, j'aime tellement. Non, et ici avec Sir Bowling et puis avec Marija, on parle un peu. Mais non, c'est intéressant parce que le prochain choix que j'avais, c'était, ouais, on va voir parce que maintenant on est un peu avec Bowling, c'est l'abstraction. Il était un peintre figuratif, mais ensuite il a vraiment poussé l'abstraction dans sa pratique jusqu'à maintenant parce qu'il vit encore. Et avec Marie, je trouve aussi une peinture comme ça, mais ce lien au corps, à la main, c'est intéressant. Et puis, on passe peut-être à un travail qu'on va voir juste dans une minute. Un autre. Ce que je vais faire, c'est parce que je veux toujours, OK, voici l'autre salle d'exposition. Et puis, on a le travail de Ferrelai Baez. Et puis, je vais juste montrer ici parce qu'on a je pense que c'est sur papier, ce travail. Oui. Et puis, je vais juste maintenant faire un détail parce que comme ça va être coupé. Alors, j'ai deux images, mais juste pour dire qu'ici, on a le corps qui vient. Ce sont des corps particuliers, Mhm. mais je pense que ça fait un bon lien maintenant à la figuration dans l'exposition, peut-être. Absolument, oui. Et aussi la question de mythologie Mhm. qui est le biais par lequel Firelei explore les questions de diaspora, mais aussi l'hybridité. Elle se sert de figure qui s'appelle le Siguapa, qui est une figure de femme qui est populaire en Dominique, République dominicaine. Mhm. Il s'agit d'une femme qui a une longue chevelure, qui a la peau noire ou bleue, qui est une créature normalement timide qui se cache dans la forêt. Mais après que les Espagnols sont arrivés pour coloniser l'île, euh, ils ont comme un petit peu, ça c'est le projet de colonialisme, hein, ils veulent détruire la culture qui existe pour le remplacer avec un autre. Et donc, cette créature est devenue une créature vue comme sauvage, euh, incivilisée, alors, elle essaie de réapproprier le Siguapa. Et OK. cette question d'hybridité avec la faune, c'est une résilience qu'elle restaure à cette mythologie. Non, c'est vrai. Et puis, on va juste retourner à cette. Moi, j'ai trouvé que c'était. Je pense que c'était une des premières salles dans le C'est bâtiment, ça, le deuxième bâtiment de filles, c'est oui. ça. Oui. Mhm. Et non, et ça, je vais juste, on va continuer. On a quelques minutes, mais je veux m'assurer que peut-être il faut aller, mais je sais pas, on va juste parler. Si toi tu es OK, Cheryl, on va Bien continuer. sûr, oui, bien Oui, sûr. parce que quand tu parles de cette, mais quoi, la fierté, la forte, peut-être, je veux dire, la résilience d'une culture et des coutumes. Euh, Moi, je pense que peut-être on peut parler d'un artiste comme Barty Kerr. Je pense ça, c'est un artiste que nous deux, on a travaillé des fois avec et je sais qu'on connaît assez bien. Alors, mais pour Barty, c'est encore pour les personnes qui veulent savoir, on a des toiles dans la collection du Musée des Beaux-Arts et puis des exemples et puis en ligne, tu peux voir, mais c'est toujours avec cette matériel, ce symbole matériel du bindi lié à l'hindouisme et la religion, les spiritualités. Mais pour Barty, ça devient aussi quelque chose des rituels de chaque jour. Je sais qu'elle parle
le bindi, la circulation de la culture, mais aussi quelque chose que pour sa mère, quand elle porte le bindi à la fin de la journée, mettre sur le miroir et chaque C'est ça. jour, ça laisse là juste une traverse faite pendant parmi la ville, la vie. Alors peut-être, pour moi, Bertie, quand on parle de la diaspora, elle est une artiste assez intéressante aussi parce que pour elle, elle est née de l'héritage indien, mais en Angleterre, est allée en école en Angleterre et puis ensuite est allée en Inde. Alors, elle a retourné un peu comme un pays où elle n'a jamais, elle n'était pas née. Alors, ça, je trouve toujours avec Barty, c'est intéressant parce qu'elle a retourné un peu l'inverse de la diaspora dans une façon, peut-être. Je ne sais C'est pas. ça. Mais elle le dit elle-même, je suis du diaspora à l'inverse. À Mais l'inverse, oui. ouais. Mais c'est ce qui est important à peut-être souligner avec ces tableaux, c'est un diptyque qui est à mesure de 6 par 9. Oui, ils sont énormes. Il s'agit des milliers et des milliers de bindis, Oui. des bindis, et il y a une, tu sais, l'arrière est peint, et ensuite elle applique à chacun de ces petits bindis d'une manière qui est pas, elle n'est pas basée sur un dessin. Elle suit un peu ses intuitions. Et l'œuvre s'appelle Speaking in Tongues. Et tu sais, elle parle souvent de comment, et je pense que ça c'est vraiment un trait des gens du diaspora, tu sais, tu apprends comment sentir avec la langue. Ah Donc, oui, OK. tu sais, tu développes autre façon, autre sens, autre façon de négocier le terrain. C'est comme Edward Said dit très bien, il y a une contrapuntal gaze, donc ça veut dire que, tu sais, il y a plusieurs manières de voir, Mm, plusieurs mm. perspectives de vision qui peuvent être activées simultanément. Donc, tu sais, ça sort vraiment aussi dans le travail de Barty où tu sais, c'est les yeux. Le bindi, c'est comme C'est un ça. œil, un troisième œil, Oui. le lien avec la conscience haute. Mais en même temps, c'est vraiment à la base parce que c'est un accessoire de mode. Et comme tu disais, c'est quelque chose que les femmes vont utiliser tous les jours. Et donc, Oui, yes, et il y a une sorte d'appropriation là, je pense, que donne pour Barty un peu l'opportunité de travailler un peu avec cet objet. Tu sais, avec, elle trouve que ça circule dans la mode, c'est pas toujours son problème, mais c'est quelque chose aussi un peu critique dans son travail. Je trouve que oui. c'est un symbole qui est comme est pris partout. Et puis, est-ce que... non, mais j'aime tellement ta lecture de ce travail que tu viens de donner. Merci. Et le prochain, on va retourner maintenant plus proche à Montréal avec Rick Léon. Oui, Rick Leong. Oui, Oui, Rick a fait son, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son MFA à Concordia, donc il a vécu plusieurs années à Montréal. Il est rentré en Colombie-Britannique par la suite. Il enseigne là aussi. oui, Mais c'est une, alors là, on parle de paysage. oui, Et lui est comme dédié pas mal tu sais, à la paysage. Et puis, il se décrit en tant que peintre bilingue. Donc, ça veut dire il est troisième génération chinois, canadien. Et puis, il apprécie, il absorbe la pratique du paysage, des peintres qui font du paysage canadien. Donc, on parle souvent du Group of Seven, le groupe de sept, mhm, mais aussi avec une bonne appréciation et recherche dans la peinture traditionnelle chinoise. Donc, les oui, deux s'entremêlent et on a le travail de Rick qui prend un troisième espace aussi. Et dans cette série-là, il embarque vraiment sur une réflexion sur la couleur bleue. oui, oui, Et bleu sur aussi différents registres qui est aussi critique parce qu'il parle de, c'est le bleu dans la chinoiserie oui, certainement. qui est commodifié, mais aussi le bleu en termes de, c'est le bleu de la porcelaine chinoise qui a une longue tradition.
Mais la question de la lumière est intéressante et aussi au niveau du discours du diaspora. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est la nuit tombe, si c'est le crépuscule ou si c'est l'aube quand le soleil se lève. Ah Donc, il y oui. a cette ambiguïté dans le temps du jour qui est très comme, on voit ça aussi dans le travail de Marigold Santos, par exemple, Oh, oui. artiste canadienne d'origine philippine, où tu sais, on vit bien cette ambiguïté, on est à l'aise avec cette ambiguïté et Ouais. ça nous laisse la possibilité de vivre toutes ces possibilités. Non, mais non, et il est un bon peintre. Comme ce Oui, sont c'est comme ce sont des grandes toiles et puis ces paysages sont complètement ils sont hypnotisants, tellement si on pourrait riches. dire, entre le don et puis oui. Et c'est vrai, mais oh, c'est intéressant parce que le prochain, c'est quand on parle de paysage dans une ici, probablement si je dis, et je vais juste pour une seconde donner, ça ne donne pas vraiment une bonne image, mais on va parler de cette œuvre qui a pris un coin de musée, mais si je disais, voilà, on a un paysage, je pense que probablement les personnes vont dire peut-être, mais comment? Parce que c'est Jenny Yu, en fait, une artiste aussi, mais elle vit et travaille ici en Ottawa pour la plupart. Elle prend du temps à Berlin ces jours-ci aussi. Mais et Jenny, c'est un professeur à l'Université d'Ottawa. Moi aussi, je connais bien parce qu'on enseigne des fois un cours à Venise ensemble pendant le biennale. Mais ici, je pense que peut-être c'est cette image, on peut pas, mais peut-être Cheryl, elle a fait, pour elle, ce sont comme des sculptures, mais ce sont des peintures, mais sur le plancher, et puis il y avait quelques-uns sur le mur. Ici, c'est sur verre. Alors, des fois, Jenny travaille sur l'aluminium, le métal, mais ici, c'est vraiment fragile, cette œuvre. Et puis, elle a mis une ligne, et c'est vraiment cette... mais c'est par rapport au terrain d'Ottawa et Gatineau. C'est le terrain Anishinaabe. On peut voir le land acknowledgement qui est là. Et moi, j'étais très... j'aime tellement ce pratique et je trouve que euh, pour Jenny, c'est un dialogue avec l'abstraction, mais aussi l'art minimal. Mais pour elle ici, elle commence beaucoup à penser à sa place coréenne, canadienne, dans même chose un peu le territoire canadien, mais aussi politique que le paysage et la représentation et tout ça. Alors j'aimerais tellement tes pensées sur Jenny et les Mm. pratiques pendant l'expo, Cheryl, oui. C'est, j'étais tellement contente que le timing était propice pour une œuvre comme ça, et certainement en lien avec un discours sur le diaspora. C'est l'œuvre que tu rencontres à la fin. C'est la dernière œuvre avant que ça termine la visite. Et je voulais vraiment entrer elle nous permet par son travail à entrer dans une discussion entre qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a en fait une rencontre entre les peuples autochtones et les gens du diaspora, c'est les peuples autochtones qui sont autant comme connaissent d'où ils viennent, ils connaissent leur terrain, leur territoire, et les gens du diaspora qui sont toujours déstabilisés par rapport à l'enracinement. Donc, ça nous permet une réflexion sur ça. Elle considère l'œuvre comme tout son travail, il s'agit des autoportraits de manière très large. Alors ça, c'est un bon exemple de ça parce que ce verre-là est pas tempéré. Donc, si ça brise en un million de morceaux. C'est placé sur des petits pieds en aluminium qui ne sont pas fixés du tout. Donc, c'est très facile pour tout à juste tomber ou à briser. Et cette reconnaissance du territoire qu'elle a mis en diagonale de l'espace c'est une bonne stratégie parce que si elle aurait mis ça de manière horizontale avec l'espace, c'est une question de frontière qui est peut-être trop évident, peut-être trop simple, trop essentialisé, mais en mettant ça à la diagonale, on a la question d'ambivalence, en fait. Et
Il y a une ambivalence pour elle, il y a une ambivalence aussi pour les gens du diaspora à réclamer à la fois leurs origines et leur nationalité, si c'est Mhm. canadien, anglais ou américain. Donc, il y a, Oui, elle nous donne cette opportunité de le sentir de manière physique. oui. Non, moi, quand j'ai vu pour la première fois, parce que c'était un travail qu'elle a fait pour la galerie UCO, ici, à l'Université du Québec à Outaouais. Et il y avait aussi une grande conférence pendant le vernissage, la fête semaine de vernissage de son expo. Et elle avait une conférence avec David Garneau, avec plusieurs, je pense que, et parmi d'autres, mais pour Jenny, je trouve qu'elle demande des questions pour lui, mais aussi pour tout. Au sujet au Canada, des sujets qui ne sont pas vraiment discutés, peut-être, on dirait. Parce que pour Jenny aussi, je sais que c'est comme settler, c'est vraiment aussi, c'est quoi spécifiquement un settler qui vient d'ailleurs aussi, comme tous les settlers, d'une façon ou d'une autre. Et puis, euh, oui, alors moi, mais pour moi, quand c'était sur le plancher, moi, j'ai vu complètement que c'était un paysage et j'ai trouvé que c'était tellement fort. Et oui, alors, et je pense que, mais c'est juste pour répéter ce que tu viens de dire au sujet de Ginny. Et puis, mais Ginny, elle parle de maintenant, c'est intéressant. Je trouve que dans son travail, c'est vraiment l'état politique maintenant. C'est vraiment, elle pense de où on est maintenant dans ce pays, même si elle pense au passé et à le futur. Mais je voulais qu'on finisse avec un artiste qui parle vraiment, je trouve, de le futur. Et puis, on va finir avec ça. Et merci, Cheryl, parce qu'on sait on a dépassé notre 30 minutes, mais voilà, c'est Ah notre oui, Raj. installation. Et puis, je pense que j'ai une hôte ici, et ça, c'est Rajni Pereira. Et puis, je vais juste aller sur je ne sais pas, parce que ça va devenir coupé, je m'excuse, mais peut-être ici, on peut voir un peu sa figuration dans ses toiles. Et puis, peut-être on peut finir ici, parce que l'esthétique de Rajni, c'est quelque chose d'assez particulier, je pense. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes sur son œuvre. C'est vraiment, ça devient de plus en plus populaire. Je pense que c'est quelque chose mais c'est un regard pour moi au futur. On dirait futurities en anglais. Je ne sais pas si ça traduit proprement, mais peut-être on peut finir avec Rajni. Oui, Rajni, ça c'était une découverte incroyable parce que quand tu rencontres ses œuvres directement, ce qui est vraiment incroyable, c'est comment c'est tellement plat, hein, la surface. Puis c'est une artiste qui choisissait entre l'animation comme discipline et la peinture. Et elle a décidé la peinture. Oui, Ça, c'est cool pour nous. oui, Elle c'est bon. est une bonne animatrice aussi, si elle travaille en animation, mais elle est tellement interpellée par la science-fiction et par les romans graphiques. Alors, ça se voit vraiment bien dans son approche. Mais aussi, comme moi, elle est préoccupée avec les vêtements ethniques dans son travail. Aussi, la façon que, dans les stratégies de survie de diaspora, c'est de combiner les vêtements ethniques avec les vêtements de la culture dominante. Et elle fait ça de manière extrêmement comme euh, euh, c'est je veux le mordre. Ouais, ouais, ouais. Elle a aussi étudié les tableaux des Raj, la royauté en Oui, Inde. oui, Donc, oui, on voit ses ancêtres, elle appelle ça les ancêtres, oui, mais elle imagine que on ne peut plus vivre sur Terre. Il y a une catastrophe naturelle qui fait en sorte qu'on doit chercher ailleurs pour vivre. Donc, ça, c'est des ancêtres qu'elle imagine qui, aussi, sont des êtres euh, évolués. Donc, dans oui. leurs yeux, tu peux voir qu'il y a plusieurs iris On peut dans voir. les Oui. yeux. Ouais. Et elles sont des héros. Donc, elles changent aussi le narratif des immigrants. Oui, oui, oui. Les gens, les héros, les aventuriers. Non, c'est tellement fort et je trouve que la pratique, oui. Et puis comment ça.
mais c'est comme ça, les ancêtres, c'est vrai, ça c'est le mot, mais ce sont des ancêtres qui sont évolués. Et puis, mais aussi, ce sujet, moi je trouve, parce que je trouve aussi dans une pratique comme dans l'art autochtone contemporain parmi Skawanati, on pourrait Mhm. dire, Oui. qui a un regard ancien, mais qui projette sur le futur. Et je trouve que je vois de plus en plus parmi aussi, si c'est par rapport à un sujet de la diaspora, mais il y a quelque chose, c'est encore ce mot, de puissant, resilience, dans Résilient. ce regard. Oui, Mhm. oui, alors. Tu as touché un peu la nerf de la guerre, c'est le fait que il y a pas, il y a une intemporalité Oui, dans dans la condition expérience diasporique. Alors, le passé, présent, futur sont, tous ensemble et il y a une désir de rendre hommage aux traditions, aux rituels, mythologie, vêtements, récits du passé, mais on les garde. Tu oui, sais, ils oui. sont portés à travers les siècles et il y a toujours une trace qui reste ou plus qu'une trace et ça peut être projeté, c'est vécu et c'est projeté dans l'avenir aussi. Non, c'est bien. Et je pense que on peut lier ce que tu viens de dire à plusieurs des œuvres qu'on vient de voir. Je pense à Marie-Jo aussi, avec des lignes, des traces, les mots comme ça. Cheryl, je pense que ça nous donne un très, mais pour ceux qui n'ont pas vu l'expo, ça donne un goût de voir plus. Et je suis contente de dire qu'il y a tellement à voir sur le site de la Fondation. Je sais qu'une raison que je voulais te parler, c'était parce qu'il y avait tant de programmation cet automne et pendant l'été sur cette expo des entrevues avec des artistes. J'imagine beaucoup d'images et tout ça. Alors, je vais dire à tout le monde d'aller là pour plus de renseignements et vraiment avoir un goût de cette exposition, je trouve très important et que j'ai hâte d'avoir eu d'avoir eu la chance de participer dans un petit peu avec d'écrire sur le travail de Jenny. Et je vais dire merci pour cette discussion aujourd'hui. On va reprendre dans quelques minutes. C'est pourquoi je veux vraiment que tu peux rester un peu. Mais oui, alors merci Cheryl pour parler de cette expo aujourd'hui et ton travail aux fondations. Et puis, merci tout le monde pour être avec nous. On va mettre ça sur le site Instagram du musée. Alors, ça va être enregistré et mis là. Alors, voilà, je vais dire merci et à bientôt, Cheryl. Merci, Jonathan. OK. Bye. Bye Bye. bye. Bye.